Décembre 2019. Le monde a assisté à la condamnation à perpétuité de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, plus connu sous le nom d'El Chapo. Mais même derrière les barreaux, son nom résonne à travers le Mexique et les États-Unis, rappelant l'empire brutal qu'il a construit. Pendant des années, il a régné sur le trafic de drogue, échappant maintes fois aux autorités, notamment après sa célèbre évasion de prison en 2001. Avec des milliards à sa disposition, il semblait intouchable, jusqu'à ce que deux frères, en qui El Chapo avait confiance comme ses propres fils, changent la donne. Les jumeaux Flores. S'élevant rapidement dans le monde criminel, ses frères n'ont pas seulement gagné la faveur d'El Chapo, mais sont aussi devenus la clé de sa chute. Mais comment ont-ils gagné la confiance d'El Chapo? Et qu'est-ce qui les a poussés à trahir l'homme qui les traitait comme sa famille? Nés de parents immigrants mexicains en 1981, Pedro et Margarito Flores étaient connus sous les noms de Pete et J ou Junior, parmi leurs familles et amis dès leur plus jeune âge. Les frères jumeaux sont nés à 17 minutes d'intervalle et ont passé leurs 14 premières années dans une maison d'un étage, dans un quartier connu sous le nom de Little Village par les habitants de Chicago. Le quartier était connu pour ses gangs et la violence liée à la drogue. Les jumeaux Flores étaient calmes et polis durant leur enfance, un trait qui en tromperait beaucoup lorsqu'ils entreraient dans le monde de la drogue plus tard dans leur vie. Mais ils avaient aussi une autre caractéristique qui les a aidés à rester hors du radar des autorités pendant plusieurs années: l'intelligence. Les frères jumeaux étaient extrêmement intelligents et ont été exposés au trafic de stupéfiants dès leur plus jeune âge. Alors que leurs parents étaient ouvriers d'usine, seule leur mère rentrait du travail le soir. Le jour, leur père, Margarito Flores, conduisait un chariot élévateur dans une usine locale de bonbons. Mais dès que le soleil se couchait, il se transformait en narcotrafiquant. Pete et G étaient utilisés par leur père comme couverture pour faire passer de la drogue du Mexique aux États-Unis. Ils s'asseyaient sur plusieurs kilos de marijuana et d'autres drogues pendant que leur père conduisait la voiture entre les États-Unis et le Mexique. Amener ses enfants avec lui aidait Margarito à éviter les soupçons sur la route. Puisqu'ils cherchaient à leur père depuis leur plus jeune âge, les jumeaux Flores se sont familiarisés avec les rouages du trafic de drogue dès leur enfance. Bien qu'ils aient eu quelques rencontres rapprochées avec la police, Pete et J sont restés à l'écart des graves ennuis pendant leurs premières années. En 1989, quand les jumeaux n'avaient que 8 ans, l'un d'eux a été surpris à traîner avec les membres des Latin Kings, le gang qui contrôlait la distribution de drogue et régnait sur leur quartier à Chicago. Mais les charges ont été abandonnées. Au milieu des années 1990, leur père est retourné au Mexique. Mais les jumeaux Flores ne l'ont pas suivi dans leur pays d'origine. Au contraire, ils ont décidé de rester aux États-Unis et de tenter leur chance dans quelque chose qu'ils connaissaient et avaient vu depuis aussi longtemps qu'ils s'en souvenaient: le trafic de drogue. Pete et J ont utilisé les contacts de leur père et sont officiellement entrés dans le monde des narcos. Leur père avait utilisé les vieilles méthodes pour faire passer et distribuer la drogue. Mais les jumeaux Flores n'étaient pas comme leur père à cet égard. C'étaient des innovateurs. Ils ont imaginé des idées nouvelles et non conventionnelles pour distribuer la drogue dans les rues de Chicago, et ces idées ont rapidement commencé à rapporter gros. Avant que les frères jumeaux n'apparaissent sur la scène, les cartels utilisaient des gangs aux États-Unis pour mettre leurs produits dans la rue. Les villes étaient divisées entre différents gangs, comme les Latin Kings, et chaque gang était responsable de la garde de son territoire, même si cela signifiait verser du sang. Les jumeaux Flores ne voulaient pas s'impliquer dans les échanges de coups de feu et recevoir des balles pour leur territoire. Alors, ils ont conçu une nouvelle stratégie. Ils ont fait des alliances avec différents gangs indépendamment de leur territoire et ont fait le commerce de gros de drogue avec des acheteurs qui étaient intéressés par la même chose qu'eux, faire de l'argent.
Des Afro-Américains aux Portoricains et aux Mexicains, leurs clients incluaient des gens de toutes couleurs et origines. C'est pourquoi, quelques années seulement après leur entrée dans le commerce de la drogue, les jumeaux Flores sont devenus extrêmement prospères, accumulant des millions de dollars de bénéfices chaque mois. Au début des années 2000, les frères jumeaux avaient établi une énorme base de clients et achetaient jusqu'à 10 000 kilos de cocaïne par mois. C'est à ce moment qu'ils ont attiré l'attention de leur plus grand fournisseur, El Chapo Guzman. Bien qu'il ait été impliqué dans le trafic de drogue pendant plusieurs années, El Chapo est devenu célèbre quand il s'est évadé de prison en 2001. Après cela, il est devenu une figure mythique au Mexique. Comme les jumeaux Flores, El Chapo était aussi un innovateur. Il était connu pour être créatif dans ses façons de faire passer la drogue à travers la frontière américano-mexicaine et de la livrer à travers les États-Unis. Des tunnels aux sous-marins artisanaux, El Chapo avait des moyens de transporter des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis sans se faire remarquer ni attraper. El Chapo dirigeait le plus grand et le plus dangereux réseau de drogue mexicain, le cartel de Sinaloa, et était considéré comme intouchable dans son pays natal. Personne, à l'exception de quelques politiciens et agents des forces de l'ordre honnêtes, n'osait parler de lui, encore moins essayer de l'attraper. C'était aussi parce qu'il avait la police et la majorité des décideurs dans sa poche. L'empire de la drogue d'El Chapo avait atteint près de 3 milliards de dollars en 2004. Mais il en voulait plus, et les jumeaux Flores étaient parfaits pour l'expansion qu'il envisageait. Pour réaliser son rêve, El Chapo traitait directement avec les jumeaux Flores et a été rapidement impressionné par leur intelligence et leur approche des affaires. Ils sont devenus sa famille et ont reçu la structure de prix la plus favorable que le cartel de Sinaloa était prêt à offrir à l'époque. Chicago est devenue la plaque tournante du trafic de drogue d'El Chapo aux États-Unis pour plusieurs raisons, comme être situé au cœur des États-Unis et accueillir une communauté diverse. Mais la plus grande raison étaient les jumeaux Flores, qui, au cours des années précédentes, avaient établi un réseau sophistiqué de drogue dans la ville et à travers le pays. El Chapo pouvait facilement cacher ses membres de gang parmi la large population mexicaine de Chicago et diriger ses opérations en collaboration avec les jumeaux Flores. Bientôt, les adolescents déplaçaient près de 145 millions de dollars de cocaïne du Mexique et la distribuaient aux États-Unis à travers leur réseau hautement efficace et effectif. Cela a permis aux drogues mexicaines d'atteindre aussi loin que le Canada, en plus des grandes villes américaines comme Washington, New York et Boston. En 2003, les jumeaux Flores avaient inondé les rues de Chicago de drogue. El Chapo savait déjà à quel point les frères étaient bons dans la distribution de drogue. Alors, il les a convoqués à une réunion à Sinaloa. Les opioïdes devenaient lentement populaires aux États-Unis. Les cartels mexicains ont vite réalisé qu'ils gagneraient beaucoup plus en vendant de l'héroïne que de la cocaïne. C'était parce qu'ils devaient importer la cocaïne de Colombie, alors qu'ils pouvaient produire leur propre héroïne au Mexique, sans avoir à compter sur les Colombiens. Bien que la drogue soit plus mortelle que la cocaïne, l'aspect financier était lucratif. L'héroïne coûtait au cartel mexicain seulement quelques centaines de dollars par kilo, mais son prix de marché dans un endroit comme Chicago était de 55 000 dollars par kilo. La base de clients était là à exploiter et les profits étaient extraordinaires. Cela a vu la demande d'opioïdes aux États-Unis monter en flèche en 2005, avec des gens cherchant à mettre la main sur la drogue qui satisfaisait leurs envies comme aucune autre. Mais quand ils ne pouvaient pas mettre la main sur la cocaïne, la meilleure chose suivante dans la rue était l'héroïne. Et dès que la nouvelle drogue a touché le marché américain, les agences de maintien de l'ordre ont commencé à remarquer les changements. Jack Riley, un officiel de la Drug Enforcement Agency américaine à l'époque, l'a décrit ainsi. « Nous avons commencé à voir d'énormes quantités d'héroïne de haute qualité et bon marché arriver dans les rues. Alors, nous avons vraiment commencé à voir la consommation d'héroïne augmenter, les overdoses augmenter.
une population différente utilisant l'héroïne. Pratiquement toutes les couches de la société, tous les niveaux sociaux et économiques, des banlieues blanches aisées au centre-ville. Nous avons commencé à voir des lycéens consommer de l'héroïne, faire des overdoses et toutes les choses qui sont associées au trafic de stupéfiants. Crimes violents, fusillades. Il y a eu 19 homicides en un week-end, près de 200 fusillades. Et tout cela, dans mon esprit, était lié aux narcotiques. Et Chapo donnait les ordres, assis sur sa montagne à Sinaloa. Et il s'en fichait. Il se fichait de qui mourait. El Chapo était assis à Sinaloa, où il était hors de portée des autorités fédérales américaines. Cependant, ses principaux distributeurs étaient à Chicago, gérant soigneusement les opérations de drogue pour éviter de se faire remarquer par la Drug Enforcement Agency. En 2005, les jumeaux Flores étaient devenus les plus grands trafiquants de drogue de l'histoire de Chicago. Mais le niveau auquel ils opéraient était sujet à des maillons faibles. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2005. Lors d'une descente, les autorités ont arrêté l'un des clients de gros des frères jumeaux, et après quelques séances d'interrogatoire, il les a dénoncés. Les autorités ont rapidement agi contre Peter et J, les ont inculpés pour trafic de drogue et ont émis un mandat d'arrêt fédéral. Les jumeaux Flores savaient que rester aux États-Unis était dangereux et ils pourraient finir par passer des décennies en prison. Alors, pour éviter leur plus grand cauchemar, ils ont décidé de déménager dans leur terre ancestrale, le Mexique. À l'été 2005, Peter et J ont déménagé à Guadalajara avec leurs épouses. Alors que leur famille pensait que ce serait la fin de leur carrière dans la distribution de drogue, c'était en réalité le début de quelque chose de beaucoup plus sérieux et plus grand pour les frères Flores. Puisqu'ils étaient maintenant au Mexique, les frères jumeaux travaillaient étroitement avec El Chapo et ses partenaires du cartel. Ce qui avait rendu les jumeaux si prospères à un si jeune âge était leur lien fort l'un avec l'autre et une distinction claire des responsabilités selon leurs compétences. Au Mexique, J. Flores était responsable de négocier les contrats avec le cartel de Sinaloa et ses organisations partenaires, puis de faire passer les envois de drogue convenus à travers la frontière américano-mexicaine. Une fois que la drogue avait traversé la frontière et atteint ses destinations aux États-Unis, c'était alors la responsabilité de Peter de gérer leur distribution. Ils avaient jusqu'à 200 personnes travaillant pour eux dans différentes villes à travers les États-Unis qui s'occupaient de vendre la drogue aux clients et de collecter l'argent. L'entreprise avait encore grandi depuis que les jumeaux Flores avaient déménagé au Mexique, et cela se voyait dans leur style de vie luxueux. Des condos de luxe aux dernières voitures de sport et un ranch plein d'animaux exotiques, les frères vivaient une vie de rêve. Mais des opérations plus importantes et une entreprise plus prospère signifiaient aussi attirer de plus gros problèmes. Après quelques mois de vie au Mexique, l'un des officiers de la police fédérale mexicaine a reconnu Peter Flores comme un fugitif américain recherché. Sachant que les frères se cachent au Mexique, il exige d'énormes pots de vin en échange de ne pas les arrêter et les remettre aux autorités compétentes pour leur extradition vers les États-Unis. Les frères Flores ont refusé de satisfaire la demande de pots de vin de l'officier pour rester dans le pays. En conséquence, eux et leurs épouses ont été kidnappés d'un club sous la menace d'une arme. La chose suivante qu'ils ont su, c'est qu'ils étaient dans un poste de police devant le même officier. Mais les frères jumeaux n'étaient pas des distributeurs de drogue ordinaires que le cartel de Sinaloa et El Chapo pouvaient se permettre de perdre. Ils étaient leur plus grande machine à faire de l'argent. Et El Chapo s'est assuré qu'ils étaient en sécurité pendant qu'ils étaient au Mexique. L'officier de police les a laissés partir quand El Chapo lui-même l'a appelé et lui a parlé des conséquences s'il engageait une procédure judiciaire contre les frères Flores. Les jumeaux ont été libérés parce que personne ne voulait avoir de problème avec El Chapo Guzman. Mais ce problème n'était rien comparé à ce qui allait arriver. En 2008, les jumeaux Flores étaient devenus trop précieux pour les seigneurs de la drogue mexicains.
Et quand le combat a éclaté entre le cartel de Sinaloa et l'organisation Beltrán Leiva, Peter et J ont été confrontés à la décision la plus difficile de leur vie jusqu'à ce moment. Choisir de quel côté ils étaient. Les deux cartels savaient que le succès de leur entreprise dépendait des frères Flores. Alors ils les voulaient de leur côté. Mais les seigneurs de la drogue étaient aussi clairs qu'ils ne pouvaient pas laisser l'autre partie avoir les jumeaux Flores. Alors ils étaient prêts à tuer les frères au cas où ils ne choisiraient pas d'être de leur côté. Les jumeaux Flores, d'autre part, voulaient rester à l'écart de tout problème, comme ils l'avaient toujours fait depuis qu'ils étaient entrés dans le commerce de la drogue. Tout d'un coup, Guadalajara était devenu un bain de sang, et les jumeaux Flores étaient pris au milieu. Bien qu'ils aient dit aux deux côtés qu'ils ne voulaient pas choisir, car ce n'était pas leur guerre à mener, ils n'avaient pas le luxe de le faire. Maintenant, il ne restait qu'une seule façon pour les jumeaux Flores d'éviter d'être tués par les cartels au Mexique: retourner aux États-Unis. Bien que les jumeaux étaient désespérés de retourner aux États-Unis pour sauver leur vie et celle de leur famille, ils savaient qu'ils seraient arrêtés dès qu'ils poseraient le pied sur le sol américain. Alors, ils ont fait un autre mouvement intelligent pour se sauver. Ils ont conclu un accord avec les forces de l'ordre américaines. En octobre 2008, les avocats des jumeaux Flores ont contacté la DEA et le bureau du procureur des États-Unis et leur ont demandé de faire preuve de clémence envers les frères en échange d'informations précieuses qui pourraient aider à rassembler des preuves solides contre El Chapo Guzmán et mener à son arrestation. Les autorités américaines ont accepté et les adolescents ont commencé à donner des détails sur les opérations du cartel de Sinaloa aux États-Unis. Peu après avoir signé l'accord, un agent sous couverture a pris le contrôle de 2 des envois de drogue du Mexique. Les frères Flores ont prétendu avoir un problème avec la qualité de l'un des envois pour avoir une chance de parler directement à El Chapo, et ils ont eu cette chance. Amigo. ¿Qué dice, oye? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿cómo está tu carnal? Todos bien, oye, aquí. Peter a demandé à El Chapo une réduction sur l'envoi qui était de basse qualité. ¿Usted cree que lo podemos arreglar? ¿Me puede rebajar unos 5 pesos de esos? ¿A cómo tratamos? Me lo está dando a 55. Ay, ¿a cómo me van a pagar? Yo le dije, oiga, si me hace el favor se los pago 50, pero ahí tengo el cheque listo. El Chapo était impitoyable envers le monde, mais il avait un point faible pour les frères Flores à cause de combien il l'avait aidé à s'étendre aux États-Unis. Ah, bueno, entonces mañana recojo el dinero, ¿está bien? C'était la première fois que le gouvernement américain avait la preuve la plus crédible et incontestable contre l'un des plus grands seigneurs de la drogue au monde. El Chapo était extrêmement prudent avec qui il parlait et ce qu'il partageait avec eux. Mais il faisait tellement confiance aux jumeaux Flores qu'il n'imaginait même pas dans ses rêves les plus fous être trahi par eux un jour. C'est la raison pour laquelle les frères jumeaux ont pu secrètement faire avouer à El Chapo son commerce de drogue. En novembre 2008, après avoir donné des informations précieuses et des appels enregistrés avec El Chapo, les jumeaux Flores se sont rendus à la DEA à Guadalajara. Quand la nouvelle de leur coopération est parvenue à leur père, il n'y a pas cru et les a traités de lâches pour avoir décidé de quitter le commerce de la distribution de drogue. Malgré sa critique du chemin que ses fils avaient choisi pour eux-mêmes, le père a été kidnappé juste au moment où les jumeaux Flores atterrissaient aux États-Unis. La note sur sa voiture était une indication claire que le cartel de Sinaloa savait ce que les jumeaux Flores avaient fait. Elle disait « Dites à ces 2 enclés d'arrêter de parler ou nous vous enverrons sa tête ». Le père a disparu et on a supposé qu'il avait été assassiné. Dès que les jumeaux Flores sont arrivés aux États-Unis, un interrogatoire détaillé a commencé à Chicago. Ils ont tout dit aux autorités sur le cartel de Sinaloa et leur propre entreprise de distribution aux États-Unis.
le cartel de Sinaloa utilisait principalement des compartiments cachés dans les remorques de fret pour faire passer la drogue aux États-Unis. La drogue était ensuite déchargée des remorques et allait aux jumeaux Flores, qui avaient un vaste réseau de maisons, d'entrepôts et de planques répartis dans tout Chicago et ses banlieues. Ils louaient des maisons dans les quartiers huppés de Chicago pour éviter d'éveiller les soupçons. Dans ces appartements et maisons, l'argent de la drogue était compté sans avoir à s'inquiéter de la police. Quand la drogue était vendue et l'argent compté, la tâche suivante était de l'envoyer au Mexique, et ils suivaient normalement la même route et méthode d'expédition que la drogue. Les jumeaux Flores étaient devenus si bons dans leur travail que selon le gouvernement américain, Peter et J. Flores ont déplacé 1,8 milliard de dollars des États-Unis vers le Mexique juste pendant la période où ils traitaient avec El Chapo Guzman. Suite à la preuve concrète contre El Chapo sous forme d'enregistrement, des affaires ont été déposées dans pas moins de 7 tribunaux américains dans différentes villes, y compris Chicago. Pendant que les autorités américaines et mexicaines étaient à la recherche d'El Chapo Guzman, l'affaire des jumeaux Flores s'est conclue. Dans des circonstances normales, quiconque ayant commis le crime que les frères jumeaux avaient commis aurait reçu l'emprisonnement à vie. Mais leur mouvement intelligent de coopérer avec les autorités américaines les a aidés dans leur bataille juridique, et les jumeaux Flores ont été condamnés à 14 ans de prison. L'un des points majeurs de leur accord avec les autorités américaines était que les jumeaux Flores témoigneraient contre El Chapo quand il serait capturé. Mais mettre la main sur l'infâme seigneur de la drogue était le travail le plus difficile que les forces de l'ordre aient eu à faire depuis longtemps. Les autorités étaient constamment à la recherche d'El Chapo dans les montagnes de Sinaloa, mais il était un Robin des Bois mexicain. Il était adoré parmi les gens ordinaires. Les enfants l'idéalisaient et voulaient soit être comme lui, soit travailler pour lui quand il grandirait. Depuis son évasion de prison en 2001, le seigneur de la drogue vivait dans les montagnes de Sinaloa, où l'atteindre serait impossible, sinon extrêmement difficile. Les gens vivant dans les montagnes de Sinaloa n'avaient pas assez d'opportunités pour nourrir leurs familles et leurs enfants. Alors, la plupart des gens choisissaient de travailler dans les champs de pavots et de joindre les deux bouts. El Chapo était moins un employeur et plus un propriétaire de tous ceux qui vivaient dans sa région. C'est pourquoi il avait toujours une longueur d'avance sur les autorités, et plusieurs missions de traque ont échoué entre 2001 et 2014. Les cartels mexicains utilisaient un système de communication crypté et des téléphones BlackBerry pour échanger des informations entre eux et faire des affaires. Ils pensaient que leur système numérique de communication était sûr et baissaient souvent leur garde pendant les conversations. Ils ne savaient pas que les autorités pouvaient pirater le système pour les attraper. C'est exactement ce qui est arrivé à El Chapo. Le 22 février 2014, les autorités mexicaines ont reçu un signal du téléphone d'El Chapo Guzman depuis un immeuble de condos à Sinaloa. Les autorités mexicaines ont envoyé leurs forces d'élite, les Marines mexicains, pour prendre d'assaut le bâtiment et arrêter El Chapo. Quand les soldats ont défoncé sa porte, El Chapo a couru d'abord vers la salle de bain, mais s'est ensuite rendu silencieusement. El Chapo a été emmené dans la prison de haute sécurité du Mexique, en attendant son procès. Mais, considérant ses antécédents, les autorités américaines ont pressenti qu'il serait trop difficile de le garder incarcéré au Mexique longtemps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un peu plus d'1 an après son arrestation, El Chapo s'est échappé du Centre fédéral de réadaptation sociale Nuevo 1. Il s'est échappé par un tunnel qui s'ouvrait dans sa zone de douche, à une extrémité et dans un site de construction de maisons à 1,5 km de la prison à l'autre extrémité. Ce n'était pas un incident habituel. Considérant son évasion précédente, on s'attendait à ce qu'il soit soumis à une surveillance accrue. Cependant, le fait qu'il ait trompé tout le monde et se soit enfui comme il l'a fait a choqué tout le monde. Son évasion en 2015 a aussi montré le niveau de connexion qu'il avait dans le gouvernement mexicain. Et il était intouchable
tant qu'il était au Mexique. Cela a embarrassé les autorités mexicaines et le gouvernement, et ils ont commencé à le chercher encore plus soigneusement. 6 mois après son évasion en 2014, les autorités ont une fois de plus repéré un endroit où ils pensaient qu'ils trouveraient El Chapo. L'infâme seigneur de la drogue s'est une fois de plus échappé par un tunnel, quand l'endroit où il séjournait a été pris d'assaut par les Marines mexicains. Il a détourné un véhicule pour fuir les autorités, mais la voiture est tombée bientôt en panne et les autorités l'ont rattrapé. Cette fois, les autorités mexicaines ne voulaient prendre aucun risque. Alors, elles ont accéléré le processus pour son extradition. La raison était simple. La corruption au Mexique était si profondément enracinée que les décideurs savaient que le garder dans une prison mexicaine longtemps serait impossible. Le 19 janvier 2017, El Chapo a été extradé vers les États-Unis et son procès a commencé en novembre 2018. L'accusation a préparé une affaire détaillée contre lui, dans laquelle il était accusé de certains des crimes les plus graves, comme le trafic de drogue, la conspiration en vue de meurtre, les enlèvements et bien d'autres. Cependant, les avocats de Guzman ont soutenu qu'il n'était pas le chef du cartel de Sinaloa et avait arrêté toutes ses activités liées à la drogue en 1985. L'affaire semblait être en suspens quand l'accusation a présenté 14 témoins coopérants contre Guzman, et 2 de ces témoins sont les frères Flores. El Chapo n'a pas été surpris de savoir que d'autres personnes s'étaient retournées contre lui, autant qu'il a été surpris de voir les jumeaux Flores comme témoins contre lui, parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que les frères se retourneraient contre lui. Mais juste quand il commençait à comprendre le fait que les 2 garçons qu'il considérait autrefois comme ses fils s'étaient retournés contre lui, l'enregistrement de l'appel téléphonique entre Peter et El Chapo a aussi été joué au tribunal. Le 12 février 2019, le jury s'est rangé du côté de l'accusation et a condamné El Chapo à la prison à vie plus de 30 ans. Et juste un an après cela, en décembre 2020, Peter et G. Flores ont été libérés de prison après avoir purgé 12 ans sur leur peine de prison de 14 ans, marquant la fin de leur histoire comme les jumeaux qui ont aidé à mettre El Chapo derrière les barreaux après avoir fait des milliards pour lui.